Ton papa Alassane là, il n'a qu'à laisser 4 ans mandat. Faut pas il va écouter bouche de ses partisans qui le suivent là. Il est fatigué. De toute façon, il me plaît comme ça là. Il n'a qu'à quitter au pouvoir. Les rues d'Abidjan ne sont plus silencieuses. La Côte d'Ivoire s'embrase. Des dizaines de milliers de citoyens envahissent les avenues. Des voix unies dans une seule exigence. Le président Alassane Ouattara doit se retirer. Dans les casernes, les soldats murmurent, leur loyauté incertaine, tandis que la nation autrefois saluée comme un modèle de réussite en Afrique de l'Ouest vacille désormais au bord du chaos. C'est pas seulement de la politique, c'est la Constitution elle-même qui est mise à l'épreuve. Le peuple se demande, le pouvoir appartient-il à un homme ou à une nation? Les images sont brutes, des banderoles brandies face aux patrouilles armées, des chants résonnant dans la nuit, et la sensation que l'histoire elle-même est en train de basculer. Mais au-delà du tumulte, se cache une question plus profonde. Comment la Côte d'Ivoire en est-elle arrivée à ce point de rupture? Et que révèle cette crise sur la longue lutte de l'Afrique contre le néocolonialisme? Est-ce l'aube d'une véritable autodétermination ou le début d'une nouvelle tempête? Le 9 août 2025, Abidjan s'est réveillé dans un murmure. Mais à midi, ce murmure était devenu un rugissement. Ce qui n'était au départ qu'une rumeur de marche s'est transformé en une vague humaine. Des dizaines de milliers de voix envahissant boulevards et ruelles, exigeant le changement avec une clarté qu'aucun gouvernement ne pouvait ignorer. Non à la dictature, un 4e mandat est une trahison. Ces slogans tonnaient plus fort que les sirènes et l'incertitude. Les paysans ont quitté leurs champs, traînant des charrettes pour bloquer les routes principales, paralysant le commerce. Les étudiants ont déserté leurs salles de classe, transformant leurs livres en bannières. Les ouvriers ont arrêté les machines, transformant le silence des usines en arme de résistance. Le mouvement a franchi les limites de la capitale pour atteindre les campagnes, reliant les voix des paysans et des professionnels, des jeunes et des anciens, des femmes et des hommes. Les symboles de défiance portaient le poids de l'histoire. Des femmes se sont rassemblées devant les commissariats, battant les tambours, leur rythme résonnant à la fois comme protestation et prophétie. Des jeunes hommes ont gravi les toits pour dérouler des banderoles proclamant démocratie ou rien, défiant le pouvoir de les réduire au silence. Chaque acte, à la fois ordinaire et extraordinaire, rappelait que la démocratie en Afrique ne se reçoit pas. Elle se conquiert, se défend et se renouvelle par ceux qui refusent d'être traités en sujet. Mais derrière la passion se cache une fracture plus profonde. S'agit-il uniquement du refus d'un mandat prolongé? Ou bien ce soulèvement incarneté est le rejet plus vaste des systèmes néocoloniaux qui continuent de dicter les destins africains? Dans cette tempête de défis, la Côte d'Ivoire pourrait-elle devenir la nouvelle ligne de front de la lutte pour l'autodétermination? Pour la première fois depuis des décennies, la Côte d'Ivoire a vu l'impossible se réaliser. L'unité au-delà des divisions, des partis autrefois ennemis marchaient côte à côte. Leurs drapeaux, non plus comme symbole de rivalité, mais comme déclaration d'une cause commune. Les organisations de la société civile ont rejoint le mouvement. Les associations de femmes se sont placées en première ligne, leur voix inébranlable. Les syndicats ont paralysé les usines avec une précision synchronisée. Les étudiants ont transformé leur campus en place de rassemblement. Le message résonnait. D'Abidjan jusqu'aux villages les plus reculés, ce 4e mandat n'était pas seulement une question d'un homme. C'était la fin même de la démocratie. Cette alliance rare portait un poids immense. Dans une région souvent fracturée par l'ethnie, l'idéologie ou l'intérêt économique, des citoyens ordinaires et des élites politiques scandaient les mêmes slogans, frappaient les mêmes tambours, partageaient le même horizon. Il ne s'agissait plus seulement de rejeter un dirigeant, mais de redonner un sens à la souveraineté dans une Afrique trop souvent dictée par des intérêts extérieurs. Le son des tambours et des chants se mêlait au bourdonnement de la détermination, signe que ce mouvement n'était pas une simple étincelle, mais une lutte collective pour la dignité. Pourtant, une question planait comme un nuage d'orage. Cette unité fragile peut-elle survivre lorsque le pouvoir frappera en retour? Ou bien les forces de division, internes et externes, finiront-elles par briser cet espoir de souveraineté? Du gaz lacrymogène flottait dans les rues d'Abidjan. Un rappel brutal que l'État cherchait toujours à imposer l'ordre, mais au même moment, une image inattendue est apparue. Des soldats immobiles au carrefour, ni tir ni charge, seulement des regards. Certains échangeaient même quelques mots
avec les manifestants. Cette hésitation discrète mais puissante fit trembler la nation. L'armée, longtemps perçue comme l'épine dorsale de l'autorité, commençait-elle à pencher du côté du peuple? Malgré la fumée et la peur, les foules avançaient, criant « Si nous ne luttons pas maintenant, nous perdrons notre pays à jamais ». Ces slogans n'étaient pas de simples mots. C'étaient des déclarations de survie, forgées dans une région marquée par des décennies de promesses brisées et de manipulations extérieures. Le spectacle était saisissant, des citoyens marchant avec une détermination nue, des hommes en uniforme figés dans le doute, leur silence plus fort que n'importe quel ordre. Pour la Côte d'Ivoire, ce n'était plus une protestation, c'était un test. Le pouvoir reposait-il dans les armes ou dans la volonté collective? À travers l'histoire africaine, la position de l'armée a souvent tracé la ligne fragile entre répression et libération. Cette fissure silencieuse dans les rangs pourrait-elle ouvrir la porte à un nouveau chapitre? Un chapitre où la loyauté ne se tournerait plus vers un seul homme, mais vers la nation elle-même, ou bien le poids des anciennes alliances, enracinées dans l'influence extérieure et les intérêts néocoloniaux, ramènera-t-il les militaires au silence contre leur propre peuple? Le rugissement des rues d'Abidjan et au-delà ne peut être compris sans revenir au champ de bataille juridique où cette tempête politique a pris racine, la Constitution. En 2016, la Côte d'Ivoire a adopté une charte qui semblait claire et définitive. Elle fixait une limite stricte de 2 mandats présidentiels, une barrière inscrite dans la loi pour protéger la nation des ombres persistantes de l'autoritarisme. Pourtant, moins d'une décennie plus tard, cette barrière devint le point même de la fracture. Alassane Ouattara, ayant déjà accompli 2 mandats, déclara que la nouvelle constitution avait remis les compteurs à zéro. Selon son interprétation, le mandat obtenu après 2016 Newton était que son premier dans ce nouveau cadre légal. Pour lui, l'argument était solide. Pour des millions d'Ivoiriens, c'était une manipulation, un coup d'État invisible contre l'esprit de la démocratie. Les opposants, des juristes aux simples citoyens, dénoncèrent ce raisonnement comme une trahison. Ils affirmaient que la loi n'avait jamais été conçue pour être détournée en instrument de pouvoir personnel. Si la Constitution peut être réécrite à volonté, alors elle n'est plus un bouclier pour le peuple, mais une arme contre lui, lança un militant lors d'un forum télévisé. Des marchés aux universités, des campagnes au carrefour urbain, cette phrase résonnait comme un hymne national de défiance. Le débat prit une tournure plus grave encore, lorsque des rivaux potentiels furent éliminés de la course. Des candidatures bloquées par des artifices techniques, des figures politiques écartées par des procédures opaques. Aux yeux du peuple, il ne s'agissait plus d'élections, mais d'une cérémonie de couronnement habillée de vêtements démocratiques. Cette trahison paraissait d'autant plus lourde lorsqu'elle se rattachait aux blessures du passé. En 2010, une élection contestée avait plongé le pays dans le chaos, coûtant des milliers de vies et laissant des cicatrices profondes. Beaucoup pensaient que la Constitution de 2016 avait été créée précisément pour empêcher la répétition de ce cauchemar. Mais en 2025, l'histoire semblait prête à se rejouer. Si les règles changent chaque fois qu'elles gênent le dirigeant, alors que reste-t-il de l'état de droit? Demandaient les citoyens. Les protestations n'étaient donc pas seulement le fruit du chômage ou des divisions sociales, même si ces réalités existaient. Elles portaient sur la légitimité ce contrat invisible qui lie un peuple à son État. Et quand ce contrat est brisé, la confiance ne se répare pas facilement. Dans les quartiers d'Abidjan, des jeunes peignaient sur les murs « Nous ne sommes pas des sujets, nous sommes des citoyens ». À Yamoussoukro, des enseignants refusaient de reprendre les cours, déclarant « Si nous enseignons la démocratie tandis que nos dirigeants la piétinent, alors nous mentons 2 fois ». La révolte devenait une leçon civique, écrite non dans des manuels, mais sur le bitume de la capitale. Les observateurs internationaux s'empressèrent de présenter la crise comme une affaire de stabilité et de continuité, louant les performances économiques du régime et ses liens avec les investisseurs étrangers. Mais, pour les Ivoiriens, la crise portait un autre nom, la dignité. Comment une nation pouvait-elle garder la tête haute sur le continent africain si son texte le plus sacré, la Constitution, était traité comme un simple contrat flexible à signer et à déchirer selon la convenance d'un homme? Les critiques du néocolonialisme soulignaient alors une évidence troublante. Les puissances occidentales, si promptes ailleurs à défendre la sacralité des limites de mandat, restaient étrangement silencieuses en Côte d'Ivoire. Était-ce un signe d'approbation
ou simplement un calcul économique? La démocratie ne serait-elle défendue que lorsqu'elle coïncide avec les intérêts extérieurs? Cette défense sélective des principes alimenta une colère plus profonde encore. Elle exposait la fragile frontière entre souveraineté locale et pression internationale. Pour beaucoup de jeunes Ivoiriens, la prise de conscience fut amère. Leur avenir se négociait non dans les rues où ils marchaient, mais dans des bureaux lointains où le cacao et le pétrole comptaient plus que la dignité. Ainsi, les manifestations ne visaient pas seulement un président. Elles cherchaient à reprendre la main face à un système depuis longtemps dicté de l'extérieur. « Nous ne sommes pas des pions sur l'échiquier de quelqu'un d'autre », cria un groupe d'étudiants, leurs paroles relayées massivement sur les réseaux sociaux. « Nous écrirons nos propres règles ou il n'y aura pas de règles du tout. » Le symbole était puissant. En Afrique, les constitutions sont bien plus que des textes juridiques. Elles sont des promesses fragiles mais sacrées, celles qu'un jour, le cycle sans fin du pouvoir absolu sera brisé. Toucher à cette promesse, c'est rouvrir des plaies que des générations entières ont versé leur sang pour fermer. La limite des deux mandats n'était pas une clause technique. C'était un monument dressé à la mémoire des sacrifices pour la démocratie. En affirmant que l'horloge avait été réinitialisée, le président ne réinterprétait pas seulement la loi. Il effaçait, aux yeux de ses critiques, toute une histoire de lutte. Peut-on guérir une nation dont l'histoire est effacée d'un simple trait de plume? Dans les villages, les anciens rappelaient un proverbe. Une maison sans porte sera toujours pénétrée. Pour eux, la Constitution était cette porte, la serrure, qui tenait la tyrannie à l'extérieur. Enlever la serrure, c'était laisser entrer quiconque, chef local ou puissance étrangère. Cette métaphore devint virale, apparaissant sur les pancartes et dans les discours, rendant la lutte tangible. La Constitution n'était plus de l'encre sur du papier. C'était le bouclier des familles ordinaires, la ligne mince entre l'ordre et le chaos. Le débat constitutionnel devint moral. Il ne s'agissait plus de savoir combien de mandats un président pouvait exercer, mais de définir quel type de société les Ivoiriens voulaient léguer à leurs enfants. Une société où la loi se plie à l'ambition, ou une société où l'ambition se plie à la loi. La vue de parents portant leurs enfants sur leurs épaules, lors des marches, rappelait que cette lutte n'était pas seulement pour le présent, mais pour les générations futures. À la tombée de la nuit, le 12 août, les slogans ne s'éteignirent pas. Ils s'intensifièrent, illuminés par les flashs des téléphones, transformant les places en mer de lumière blanche. Les voix réclamaient non seulement la démission d'un chef, mais la restauration du sens même du texte qui les gouvernait. La Constitution était devenue à la fois champ de bataille et symbole. Son destin était désormais lié à celui de la nation. L'ombre de 2010 plane encore sur la Côte d'Ivoire comme une cicatrice ouverte. Cette année-là, une élection contestée avait plongé le pays dans une guerre fratricide, laissant plus de 3000 morts et des communautés déchirées. Des quartiers entiers furent divisés, des familles déplacées, et le rêve d'unité nationale brisé par le poids des ambitions politiques. Aujourd'hui, alors que les foules redescendent dans les rues, ce souvenir ressurgit, non comme une page d'histoire lointaine, mais comme un avertissement écrit à nouveau en lettres brûlantes. Dans les marchés, on chuchote. Allons-nous, une fois encore, payer de notre sang la fin de pouvoir? La peur est palpable. Les places qui résonnaient autrefois de commerce bruissent désormais de spéculations inquiètes. Les anciens rappellent aux jeunes ces nuits d'incertitude et de silence. Voilà pourquoi les enjeux paraissent si lourds. Pour beaucoup d'Ivoiriens, les manifestations ne portent pas seulement sur la démocratie abstraite. Elles cherchent à empêcher le retour du cauchemar. Chaque slogan crié dans les rues d'Abidjan est un plaidoyer. Plus jamais ça. Plus jamais l'ambition ne doit précipiter une nation dans l'abîme. Mais la question brûle au cœur de chaque marche. L'histoire sera-t-elle autorisée à se répéter? Ou bien, la Côte d'Ivoire brisera-t-elle enfin le cycle des blessures pour bâtir un chemin vers une véritable souveraineté? Les gratte-ciels d'Abidjan s'élèvent haut dans le ciel. Les institutions internationales saluent une croissance annuelle de 6%. Des rapports brillants proclament un miracle économique ouest-africain. Mais sous la surface, la réalité raconte une toute autre histoire. Pour la majorité des citoyens, cette prospérité ressemble à un mirage. Les prix flambent sur les marchés, les jeunes diplômés errent dans les rues sans emploi, les paysans du cacao, colonne vertébrale des exportations, continuent de vivre dans la pauvreté,
enrichissant d'autres, pendant que leur propre table reste vide. La contradiction est brutale. La ville grandit vers le ciel, mais la dignité du peuple s'enfonce dans la poussière. Cette fracture entre l'image et la réalité a engendré un profond sentiment de trahison. Car les chiffres qui séduisent les investisseurs internationaux n'apportent rien à la mère incapable d'acheter de l'huile de cuisson, ni à l'étudiant à la lueur d'une bougie, faute d'électricité abordable. Le peuple s'interroge. À qui appartient cette prospérité ? Au peuple ou à la poignée d'élites qui trônent au sommet? Démocratie ou rien est donc devenu plus qu'un cri politique. C'est une revendication de justice. Une exigence pour une économie au service du grand nombre, et non de quelques privilégiés. Car la lutte ne vise pas seulement un gouvernement, elle s'attaque à un modèle économique qui perpétue des schémas néocoloniaux. Ressources exportées à bas prix, richesses concentrées étroitement, dignité sacrifiée pour des chiffres dans des rapports. La question résonne alors. Les Ivoiriens accepteront-ils cette illusion de progrès? Ou exigeront-ils une économie enracinée dans la justice, la souveraineté et la prospérité partagée? Le cœur battant de la crise ivoirienne se trouve désormais dans les casernes. Chaque manifestation, chaque cri de démocratie ou rien se heurte à une question décisive. Que fera l'armée? En Côte d'Ivoire, comme dans une grande partie de l'Afrique, l'armée n'est pas seulement un bouclier aux frontières. Elle est l'arbitre ultime du destin politique. Dans les rangs de base, la frustration couve, silencieuse mais profonde. Ce sont de jeunes hommes et femmes vivant avec de maigres salaires, des logements précaires, des perspectives réduites. Leurs conditions de vie reflètent celles des citoyens qu'ils sont envoyés affronter. Pour eux, les manifestants ne sont pas des ennemis sans visage. Ce sont des voisins, des frères, des amis d'enfance. Cette proximité engendre une empathie. Une empathie qui retient leurs mains lorsque les ordres de répression tombent. Déjà, des signes de cette solidarité silencieuse sont apparus. Des soldats figés dans l'inaction, refusant d'escalader la violence, échangeant parfois des mots d'encouragement avec les foules. Les sous-officiers, colonne vertébrale de la discipline et des opérations, se trouvent dans une position délicate. Ils avancent avec prudence, conscients qu'ils ne veulent pas être inscrits dans l'histoire comme les instruments d'une oppression. Beaucoup se rappellent que les régimes trop dépendants de la force militaire ont fini par s'écrouler sous le poids de leur brutalité. Leur dilemme n'est pas seulement entre obéissance et défiance. C'est un choix entre complicité dans la répétition de l'histoire ou courage pour en inverser le cours. Leur hésitation est déjà un message. Ils ne veulent pas être la main qui frappe leur propre nation. Dans les cercles supérieurs, les généraux pèsent chaque décision avec froideur. Ils craignent qu'une répression sanglante, diffusée par les médias du monde entier, ne brise l'image internationale du pays, entraînant sanctions et isolement. Ils redoutent aussi une fracture interne, car lorsque les soldats commencent à douter de leur chef, l'unité des rangs peut se désintégrer en un instant. Et plane une autre question, plus lourde encore. Si Ouattara tombe, qui prendra sa place? Jouer le destin de l'armée sur la survie d'un seul homme pourrait leur coûter leur propre avenir. Ainsi, les forces armées adoptent une posture d'attente vigilante. Elles gardent les aéroports, les ministères, les stations de radio et télévision. Elles assurent que l'appareil d'État ne s'effondre pas, mais elles évitent une répression totale qui pourrait plonger le pays dans la guerre civile. Cette neutralité fragile est un équilibre précaire, suspendu au fil de l'histoire. Pour les citoyens, cela ressemble à un suspense intenable. Pour le régime, à une trahison lente. Le silence de l'armée devient chaque jour plus bruyant. Il ne signifie ni fidélité absolue au président, ni allégeance totale au peuple. C'est le signe d'un calcul froid. Attendre pour voir quel camp sera le plus fort. Et pourtant, ce choix d'attente pourrait bien être un acte décisif en soi. Car, en restant immobile, l'armée laisse l'espace aux manifestants de croître en nombre et en courage. Chaque tambour frappé devant un commissariat, chaque banderole déployée sur un toit d'Abidjan devient possible parce que les soldats ne l'écrasent pas. L'histoire moderne de l'Afrique nous enseigne ceci. Lorsque les armées se retournent contre leur peuple, les nations saignent. Mais lorsqu'elles se tournent vers eux, ou simplement s'écartent, les nations peuvent renaître. Les rues d'Abidjan ne sont donc pas seulement un théâtre de protestation. Elles sont le terrain d'essai d'un nouveau contrat social, un contrat où uniforme et habits civils pourraient, un jour, marcher au même rythme. Et la question demeure, urgente, suspendue. L'armée ivoirienne continuera-t-elle d'attendre en silence? Ou choisira-t-elle, enfin, par l'action ou l'inaction, où va sa loyauté,
vers un seul homme ou vers toute une nation. La diplomatie est désormais le champ de bataille invisible de la crise ivoirienne. Tandis que les rues grondent de slogans et que l'armée retient son souffle, le silence de la CEDEAO est assourdissant. Cette organisation régionale, prompte à condamner d'autres transitions en Afrique de l'Ouest, adopte cette fois un langage vague. Elle parle de dialogue, de retenue, mais jamais de la légitimité d'un quatrième mandat. Pour beaucoup d'Ivoiriens, ce silence sonne comme une complicité, un choix de protéger les élites politiques plutôt que de défendre les principes sacrés de la Constitution. Pourquoi la CEDEAO tonne-t-elle, elle, à certaines capitales, mais murmure-t-elle, elle, à Abidjan? La question revient sans cesse dans les discussions populaires. La France, ancienne puissance coloniale, joue son propre jeu de l'ombre. Officiellement, Paris parle de stabilité et de partenariat. Mais derrière les mots polis se cache une inquiétude. La perte d'influence. Après avoir été rejetée au Mali, au Burkina Faso et au Niger, la France ne peut se permettre une nouvelle rupture dans ce qu'elle considère comme son espace d'influence historique. Ces diplomates pèsent chaque mot avec précaution. Ils refusent de froisser le pouvoir en place, mais savent aussi qu'un soutien trop visible attiserait une colère anti-française déjà brûlante. Cette ambiguïté n'est pas de la neutralité. C'est une stratégie, un équilibre fragile, visant à préserver un levier d'influence, tandis que la rue décide de l'avenir. Pendant ce temps, le FMI et la Banque mondiale entrent en scène avec leur propre langage diplomatique, celui de la stabilité économique. Leur rapport félicite la discipline budgétaire et la croissance ivoirienne, présentant le régime en place comme un garant des contrats internationaux, mais pour les manifestants confrontés à la flambée des prix et au chômage, ces félicitations sonnent comme une trahison. Une fois de plus, les institutions extérieures semblent plus intéressées par les statistiques que par la vie réelle des Africains. Stabilité pour qui ? Demande-t-il. Pour le peuple ou pour les créanciers ? Et dans ce silence des élites, une autre voix s'élève, claire et puissante. Celle de la jeunesse panafricaine, de Dar es Salaam à Kinshasa, de Bamako à Nairobi. Les jeunes observent la Côte d'Ivoire non comme une crise isolée, mais comme une bataille dans un mouvement continental. Ils parlent d'une seconde libération, non contre des armées étrangères, mais contre des dirigeants qui, selon eux, servent des intérêts extérieurs en muselant leur propre peuple. Les réseaux sociaux explosent de hashtags reliant les manifestations ivoiriennes aux autres luttes du continent. Un même message traverse les frontières. La bataille de la Côte d'Ivoire appartient à l'avenir de toute l'Afrique. Ainsi, le contraste devient saisissant. Les institutions, autrefois autoproclamées gardiennes de la démocratie, hésitent. Pendant que les citoyens et les mouvements de jeunesse reprennent les mots de liberté, la leçon géopolitique est claire. La souveraineté ne se défend pas dans les couloirs de la diplomatie. Elle se défend dans les rues où marchent les peuples. Et la question dépasse désormais la Côte d'Ivoire. Les acteurs extérieurs continueront-ils à privilégier la stabilité au détriment de la justice? Ou bien la jeunesse africaine réussira-t-elle à redéfinir ce que stabilité signifie vraiment? La Côte d'Ivoire se tient aujourd'hui à la croisée des chemins, là où se heurtent la loi, la mémoire et le courage. D'un côté, le pouvoir cramponné à son trône, pliant la Constitution jusqu'à en effacer le sens, soutenu par le silence d'institutions internationales qui confondent immobilité et stabilité. De l'autre, la volonté collective d'un peuple paysan, étudiant, ouvrier, femme, et même soldats hésitants qui osent proclamer que la démocratie n'est pas un cadeau qu'on ajourne, mais un droit qu'on vit au présent. Cette tension n'est pas seulement un drame national, c'est une leçon pour toute l'Afrique de l'Ouest. Quelle valeur a la démocratie si les constitutions peuvent être réécrites sans conséquence? Quelle valeur a la souveraineté si le monde applaudit les chiffres mais ignore la justice? Le choix est brutal, mais il n'est pas encore écrit. La Côte d'Ivoire peut devenir un symbole de promesses brisées, de plus ou l'étincelle qui forcera l'Afrique à redéfinir la démocratie selon ses propres termes. L'unité, la dignité et une loi qui protège la majorité, non la minorité. L'histoire nous rappelle que le silence face à l'injustice devient complicité. Mais les voix qui résonnent dans les rues d'Abidjan nous rappellent qu'une solidarité bruyante peut infléchir l'arc du destin. Et nous vous laissons avec cette question. Est-ce le moment où les Ivoiriens, sous le regard de l'Afrique entière, vont redonner à la démocratie son vrai sens? Ou bien le silence du monde ouvrira-t-il, une fois de plus, la porte à la répression? L'histoire qui s'écrit sous nos yeux n'est pas terminée. Et pour la comprendre pleinement, il faut regarder au-delà d'Abidjan, au-delà de la Côte d'Ivoire, car chaque crise
Chaque voix qui s'élève s'inscrit dans une trajectoire plus vaste, celle de l'Afrique en quête de dignité et de souveraineté. Si ce récit vous a interpellé, ne vous arrêtez pas ici. Regardez dès maintenant une autre vidéo de cette chaîne. Vous y découvrirez d'autres histoires, d'autres batailles, d'autres vérités que l'on tente trop souvent de taire.